Quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie. Donc c'est le dernier bouquin écrit par Yannick, publié aux éditions La Mer Salée. Donc là, justement, Yannick nous rejoint depuis le compte de la maison d'édition. C'est pas le premier bouquin de Yannick. Il a déjà écrit plusieurs livres, l'Alter Entreprise notamment. Voilà, l'Alter Entreprise, la Nouvelle Controverse et Zéro Pollution. Et donc, moi, j'ai eu le plaisir de lire déjà Zéro Pollution. C'était au tout début du confinement. Ça y est, ça marche. Je rappelais que quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie, donc a été publié là, c'est tout récent, il est tout frais ce livre, publié mi-octobre, 15 octobre, édition de La Mer Salée. J'évoquais que j'avais lu au début du confinement ton précédent livre, Zéro Pollution, également aux éditions de La Mer Salée. Et puis j'en profite pour évoquer un autre bouquin de Pascal Derme qui a également été publié chez La Mer Salée, Sœurs en écologie. C'est un bouquin que j'ai lu aussi, qui m'a beaucoup plu. J'en avais aussi parlé sur Instagram. Donc voilà. Donc c'est une maison d'édition engagée et qui propose eh bien d'ouvrir des possibles. Donc voilà, c'est un champ d'investigation qui est riche et qui nourrit la curiosité et les imaginaires. Pour un peu plus te présenter, Yannick, tu as été journaliste spécialisé sur les questions de finance, les questions économiques, et puis tu as vécu ton propre moment de transition pour t'intéresser aux enjeux justement du futur, de notre futur en tant qu'humanité sur la planète. Tu te définis comme un décloisonneur intellectuel. Tu peux nous dire rapidement justement comment cette transition s'est opérée chez toi? Oui, alors il y a eu plusieurs étapes. Il n'y a rien eu de grave dans ma vie. La première étape, ça a été la prise de conscience que je participais par mes activités de journaliste économique et financier, puis je tradais à titre personnel, je faisais de la spéculation, on va dire, que je participais à ce que je dénonçais. Je participais à la destruction du vivant, à la pollution, à tout ce système mortifère. Et puis, donc, j'ai commencé à chercher une béquille en travaillant sur la finance éthique, la finance socialement responsable, tout ce qui permet d'aller vers une finance qui a du sens. Et puis, progressivement, est arrivé un jour où j'ai eu honte de ce que je faisais. Je me suis retrouvé avec ma télécommande face à une plateforme de pétrole qui se retournait. Et puis là, Sandrine, mon épouse, m'a interpellé en me disant « T'as pas honte ?» Et là, j'ai eu honte. Donc, la bascule était plus radicale. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur les alternatives en me disant, bon, un, j'arrête tout ça, spéculation, etc. Et deux, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut changer le monde? Avec toutes les contraintes économiques et financières que nous avons. Ouais. Et aujourd'hui, tu conseilles et puis tu évangélises en quelques mots auprès d'entreprises, d'entrepreneurs, collectivités pour justement travailler sur ces alternatives et ces transitions, ces transformations même de la société, on peut dire. Oui, aujourd'hui, c'est d'aller expliquer aux dirigeants, aux acteurs économiques, aux collectivités, à tous ceux qui veulent bien m'écouter, qu'un autre modèle économique et social est possible, qu'une autre façon de vivre est possible. Et ça passe par des interventions, des conférences ou des formations d'une journée avec des réseaux de dirigeants et de cadres. Parce que là, il y a un gros travail à faire encore, même si ça a beaucoup progressé ces dernières années. Alors, je veux qu'on en vienne maintenant à ton livre, donc Quand l'improbable surgit. Je vais utiliser ces trois mots, je ne veux pas à chaque fois répéter la phrase complète. Quand l'improbable surgit, 2020, c'est cette année de l'improbable à laquelle on est tous confrontés. Tu expliques dans la première partie du livre que tu étais en train de travailler sur un manuscrit quasiment achevé, et bim, la pandémie. Est-ce que tu peux expliquer justement à ceux qui nous écoutent et nous regardent comment finalement lui aussi ce livre s'est transformé? Oui, parce qu'en fait, je travaillais au début sur un livre, je voulais parler de l'effondrement, mais pas l'effondrement sous la vision collapso, qu'est-ce que nous dit la collapso, ça j'avais déjà fait en 2013, mais c'était expliquer que l'effondrement n'était pas assuré. Donc j'étais vraiment sur les questions, qu'est-ce que l'apocalypse, qu'est-ce que l'effondrement, j'avais écrit des chapitres entiers sur l'apocalypse, sur le mot effondrement, et puis arrive et bien sûr, le pendant de livre, c'était d'expliquer qu'on n'irait pas jusqu'à l'effondrement écologique. L'effondrement économique, oui, mais pas écologique, parce que allait se passer des choses incroyables qui allaient nous surprendre, l'impossible allait surgir, l'improbable allait surgir. Et puis la pandémie, c'est quelque chose dont j'avais parlé déjà en 2017, dans le 2016, dans Zéro Pollution. Mais oui, absolument.
C'est un des Moi, sujets. je l'ai lu, on était dedans dans la pandémie, je me disais, ah, c'est dingue. C'est tout. Enfin, je pense que tous les gens qui faisaient de la prospective imaginaient un krach boursier, un bug informatique, une pandémie, une révolution citoyenne, une découverte extraordinaire. Bon, c'est la pandémie qui a surgi. Et du coup, pendant quelques temps, il a fallu accepter le fait que cet inattendu avait surgi, me laisser traverser par ça. Les 3 premières semaines, j'arrivais pas à reprendre mon manuscrit, j'arrivais pas à le mettre à la poubelle, à le modifier. Et puis au fil du temps, il y a un moment où il a bien fallu accepter et de se dire, bah oui, effectivement, il est plus bon ce manuscrit, on peut pas parler de choses qui vont arriver, sachant qu'elles sont en train d'arriver. L'improbable est là, ça nous bouleverse, ça change tout, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, de penser, de voir le temps. Et ce qui fait que ce qui faisait 100 000 signes à peu près est devenu un chapitre à peine, et puis il a fallu réécrire tout le reste et composer en repartant de zéro. Ouais. Donc, voilà, donc c'est aussi pour ça sans doute que ce premier chapitre qui met en contexte est assez long et les autres sont plus resserrés. On est sur les autres chapitres, on est plutôt sur l'après. Oui, puis il y avait besoin, je crois, au début, il y a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on traverse. Parce que, à l'époque où j'ai commencé la rédaction du livre, c'était de l'anticipation, et puis en mars, c'est devenu une réalité. Et il y a un moment où beaucoup de gens s'exprimaient sur le monde d'après. Ouais. Ils s'attendaient à ce que le monde d'après surgisse en 3 mois, en 6 mois. Après le confinement, on allait tout changer. Et ça me semblait important d'expliquer aux lecteurs que ça ne peut pas changer en 3 mois, sauf l'évolution. Et encore, même les révolutions comme la révolution russe, la révolution française, c'est plusieurs années. Première chose. Et 2, expliquer qu'à l'échelle de l'histoire, ce qu'on est en train de vivre, c'est extrêmement rapide. Ouais. Dans 50 ans, quand nos descendants vont nous regarder, ils vont se dire, waouh, entre 2020 et 2030, c'est passé des choses incroyables. Et nous, à l'échelle d'une vie humaine, on trouve ça lent. On voudrait le grand soir, que tout change en 2021, qu'il y ait un revenu universel, qu'il n'y ait plus de problème de discrimination, que l'écologie soit au cœur de notre société, que l'humain soit éveillé. Ça peut pas être aussi rapide. Ouais, c'est long, rapide à la fois. Donc, il faut que les événements positifs se multiplient. On est dans une accélération de la transformation. C'est pour ça que je parle de bifurcation, de la grande bifurcation. On y est. Par contre, il faut pas se leurrer. Ça va être un coup d'accélérateur, un coup de frein à main, un coup d'accélérateur, un coup de frein à main. Et quand on regarde ce qui se passe depuis les années 1990, c'est exactement ce qu'on vit. Enfin, je pense souvent à la révolution numérique comme étant le début de cette nouvelle renaissance, de cette nouvelle transformation dans laquelle nous sommes. En 95 apparaît Amazon. En 98 apparaît Google. Alors, ça fait que 20 ans, quoi. C'est rien finalement à l'échelle de l'histoire. Et quand on voit ce qui s'est passé en 20-25 ans, mais c'est incroyable. Donc les 20 prochaines années vont être encore plus denses en transformation, parce que les choses s'accélèrent. Alors je voudrais que l'on parle, pour maintenant qu'on a compris un peu ce contexte et ton approche du temps. Je pense que c'est important comme ça de dézoomer et se rendre compte que ce qui nous paraît long, si on dézoome, c'est vraiment pas grand-chose. Il y a pour moi 2 personnages clés dans ce livre. Il y a Carl Gustav Jung. Alors je sais pas comment on prononce, Jung ou Jung. Jung. Ouais. Voilà, c'est bien ça. Le psychiatre. Et puis un autre homme qui s'appelle Jean-Noël Le Bourgeois. Commençons par Jung, parce que tu le cites à plusieurs fois. Une citation en particulier que je te laisse livrer à tous ceux qui nous regardent et me dire pourquoi, comment il est apparu dans ton travail, dans tes réflexions. Alors moi, j'ai pas fait d'études de psycho ou de psychanalyse, donc je connaissais Jung de nom, comme un psychanalyste contemporain de Freud, mais j'en savais pas plus sur lui. Je savais qu'il y avait plusieurs écoles de psychanalyse et que Jung était à la tête d'une école de pensée. Et puis, je le citais parce que j'avais lu le livre de Jocelyn Morisson et de Romuald Le Terrier, Se souvenir du futur, où il parlait abondamment de Jung. Et j'arrivais pas à dénouer ce manuscrit, à lui donner une cohérence, un fil directeur, comme on dit dans la presse, parce que chez les journalistes, il y a un fil à suivre. Et un soir, je tombe sur cette phrase que j'avais lue sur les réseaux sociaux. Les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Là, il y a eu le déclic. Je me suis dit, mais oui, en fait, Jung, que je lis depuis des mois et que j'essaye de comprendre son mode de pensée, il m'a donné la clé de mon livre. Ce livre, je l'ai écrit en 3 temps. Premier temps, on vit une crise, des bouleversements qui ne surgissent pas par hasard. Donc, pourquoi on en est là? C'est pas hasard. Rugissement des zoonoses, des maladies issues de la pression de l'être humain sur les forêts tropicales notamment. Il nous sert d'indicateur pour rectifier la trajectoire. Il faut changer de trajectoire. Sur la trajectoire linéaire sur laquelle nous sommes, on connaît la fin. C'est l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique, une humanité qui aura du mal à survivre. Donc ça, on connaît la trajectoire. Il faut donc changer de trajectoire. Et puis, pourquoi il faut changer de trajectoire? Ça va nous permettre d'explorer de nouvelles orientations. Donc là, on parle de politique au sens étymologique.
et donc d'expérimenter un autre chemin de vie. C'est là où on va vers la spiritualité, l'éveil des consciences. Ouais, c'est ça qui est intéressant dans le travail de Jung, c'est que c'est un psychiatre, donc un médecin, et à la fois il a exploré, on lui a reproché d'aller vers justement une certaine mystique dans son travail. Il a aussi un peu été anthropologue parce qu'il est allé à la rencontre de peuples sur différents continents, la spiritualité, etc. Et il a beaucoup travaillé sur comment on appelle ça, l'inconscient collectif, aussi la notion de synchronicité. Ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, il est à la croisée des chemins, cet homme. Complètement. Et pour moi, c'est vraiment un avant-gardiste en ce sens que parler d'inconscient collectif au début du XXe siècle, c'était quand même très, très osé par rapport à tout ce qu'on a fait derrière. Il était en avance et aujourd'hui, ça revient en force. Ouais, ce côté où on partage quelque chose autre que la seule information physique. Oui, bah tu nous voilà, on y reviendra et puis tu me diras si la noosphère existe autour de nous. Ça fait partie des questions. Ce qui est aussi important dans le travail, dans ton travail, et je pense qu'il émerge déjà avec Jung, c'est cette notion de la place de nos intentions et de nos volontés, comment ça peut s'exprimer collectivement. Et d'ailleurs, Schopenhauer commençait déjà, lui, à explorer ces sujets-là. Donc, dans ton livre, on a à la fois, c'est ça que je trouve vraiment intéressant et qui m'interpelle, une dimension très concrète, parce qu'on va le voir, tu fais des propositions assez précises sur comment on peut accélérer les transformations, et à la fois une dimension spirituelle, je sais pas où la placer, ésotérique, enfin je sais pas quel est le bon terme pour situer tout ça, mais que j'ai l'impression que tu nous dis, il nous faut ces deux chemins à la fois si on veut transformer, quoi. Ben oui, parce qu'en fait aujourd'hui il y a plusieurs courants de pensée. Il y a les techno-progressistes, ils pensent que la technologie va régler tous nos problèmes. On va capter le carbone, on va l'enfouir, on va avoir des robots qui vont surveiller nos émissions, la science va nous sauver, des voitures électriques qui consomment moins, etc. Pour moi, ça c'est un leurre parce que ça fait abstraction complètement justement de l'aspect spirituel et de l'envie des êtres humains de prendre en charge leur destin. Et sans aller jusqu'au transhumanisme qui à mon avis est une connerie en fait, la science ne peut pas nous tirer d'affaire s'il n'y a pas de révolution de la conscience. C'est-à-dire que si demain on a des technologies pour dépolluer la planète, mais qu'on le fait sans l'amour de la vie, sans l'amour de la planète, sans le respect de la nature, qu'est-ce qui va se passer? On va tous s'accumuler quelque part, on va recommencer à déséquilibrer. Et donc, il faut à la fois une révolution dans notre mode de pensée, notre façon d'agir, enfin du concret, des actions concrètes qu'on mène au quotidien, et en même temps motivé, mu par une intention qui sera motivé par le fait que la nature, on doit la sacraliser, la respecter comme l'ont fait, on en reparlera, les peuples animistes, comme le font encore les peuples soumis, en ce sens que l'être humain aura un autre regard sur le monde. S'il n'y a pas de changement de regard sur le monde, sur la nature, sur notre place, les outils qu'on utilisera vont se retourner contre nous. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est l'observation du vivant pour en tirer des applications technologiques. Par exemple, le Shinkansen, le nez du fameux train japonais, ça peut être des matériaux, des coquillages, ça peut être le fil de soie d'araignée, etc. Si le biomimétisme, on le considère sous un angle uniquement de technicien, c'est génial, la nature fait des trucs incroyables. Comment je copie le coquillage pour faire des carlingues d'avion ou des carlingues de voiture? Ok. Donc je vais faire des champs de coquillages, je vais faire des élevages de coquillages dans l'océan, je vais en produire un maximum et on va déstructurer l'écosystème. Et on arrivera à un rebond qui sera catastrophique. Et puis il y a l'autre vrai biomimétisme, celui prôné par Janine Benyus, qui en est à l'origine, qui nous dit on doit copier la nature en s'en inspirant, en l'observant, mais on doit recréer un écosystème équivalent à ce qu'il y avait dans la nature. Donc surtout ne pas déstructurer l'écosystème. Et là, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience philosophique que cette nature, elle est merveilleuse, qu'on doit s'en inspirer, mais qu'on ne doit pas l'abîmer. Et ces deux sont indissociables. Alors, il y a un deuxième personnage dans ton bouquin qui, lui, juste à un moment, n'a pas, en tout cas au début, eu cette prise de conscience. C'est Jean-Noël Le Bourgeois. Un parfait petit, petit, je sais pas. En tout cas, un parfait chef d'entreprise qui fait face, à ces réalités d'entreprise, comment produire quand tout s'arrête, etc. Et la question que je voulais te poser, c'est pourquoi cet archétype, pourquoi cet homme que j'imagine assez être l'homme blanc. Cinquantenaire qui correspond un peu à l'image du patriarcat et donc du modèle de société par la domination. On voit un peu par la suite que les choses changent un peu, mais pourquoi cet archétype? En fait, Jean-Noël, c'est un personnage que j'ai créé parce que plutôt d'expliquer pourquoi
certains hommes surtout, il y a des femmes aussi, mais pourquoi beaucoup d'hommes ont du mal à franchir le pas d'une révolution écologique intérieure et extérieure, c'est-à-dire à s'engager vraiment pour une transformation du modèle. Mais la plupart des gens que je rencontre, mais c'est un petit clin d'œil que je leur fais, il y en a qui sont vraiment dans une mutation, puis il y en a beaucoup que je rencontre qui sont dans la prise de conscience. Alors, effectivement, oui, il faut sauver la planète. Donc, ils vont faire beaucoup de choses dans leur entreprise, ils vont changer des choses dans leur vie, ils vont s'habiller autrement, ils vont peut-être rouler autrement, ils vont éteindre l'électricité, trier les papiers, faire un peu de compost à la maison. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas changé. Il y a encore un grand saut à faire. Et ce que je voulais montrer, c'est que le monde de demain, c'est pas juste justement tous ces artifices écologiques qu'on peut mettre dans son quotidien. C'est une vraie prise de conscience, une vraie transformation. C'est-à-dire que la priorité de l'entreprise devient vraiment la préservation du vivant, la préservation de réparer le social, réparer la nature, réparer le vivant et le non humain, on va dire. Tout ça doit aller ensemble, et donc c'est des entreprises qui vont contribuer à relever les défis auxquels on va faire face. Et c'est pas des entreprises qui s'habillent en vert, ce qu'on appelle du greenwashing. Je rencontre encore beaucoup trop de greenwashing au quotidien, dans tous les cercles dans lesquels je vais. Il y a plein de bonnes intentions une fois encore, mais il y a encore beaucoup de greenwashing. Je voulais leur faire un petit clin d'œil sympathique, et c'est pas méchant. Je me suis amusé parce que ce Jean Noël, il est bourré de contradictions. Ouais. Et pourquoi j'ai créé un personnage bourré de contradictions? Parce que ces gens qui ne veulent pas avancer sur une voie plus écologique que réparatrice, réconciliatrice, ils dénoncent le manque d'alignement des jeunes, bourrés de contradictions, et de ces écolo-bobos qui sont bourrés de contradictions. Et en fait, eux se regardent. Donc, il était important de leur envoyer un miroir en disant, mais regardez-vous, vous êtes loin du compte, allez plus loin. Donc ça, c'est pour les récalcitrants. Ceux qui sont déjà engagés, bon, s'y retrouveront pas et ça les fera sourire aussi, mais c'est pour que les plus rétifs, on va dire, qui roulent dans des grosses voitures électriques et qui mangent bio, se rendre compte que c'est loin du compte, il faut aller beaucoup plus loin, les gars. Ben oui. Et d'ailleurs, ça fait sans doute partie du processus de prise de conscience, de savoir que quel que soit notre niveau d'avancement dans un mode de vie plus écologique, quel que soit le niveau de notre prise de conscience, on reste traversé par des contradictions. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui, on ne peut s'extraire à 100% de cela, quoi. Complètement. Ce que je voulais souligner dans ce prélude, j'ai appelé ça un prélude comme en musique. C'est une petite musique pour commencer le livre. C'est qu'en fait, c'était pour dire le monde d'après attendra encore un petit peu, et j'appelle ça la tentation du dernier rebond. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont compris qu'il fallait absolument changer nos comportements, changer notre économie, changer nos business models quand on est entrepreneur. Et en même temps, beaucoup de gens se disent, wow, si je peux tirer encore quelques années, hein, c'est pas trop mal. Puis les jeunes vont s'en occuper. Donc c'était pour souligner ça. Leur dire, il y a urgence, les gars. Soyez pas un Jean-Noël le bourgeois. Et ce que j'aime aussi dans la structure du livre, donc je l'ai dit, il y a déjà deux chemins, celui très ancré dans le réel et celui de la spiritualité, et puis dans le choix narratif, le journaliste, l'ex-journaliste qui parle, et puis ces moments de fiction. Est-ce que tu penses aussi que la fiction, elle a son rôle à jouer pour aider justement à ces prises de conscience que la pure théorie, les chiffres, les stats vont pas être suffisantes pour accélérer ces transformations? Complètement. La fiction, on en est convaincu en tant qu'éditeur, c'est que la fiction, c'est le meilleur moyen d'emmener les gens dans un autre monde, puisqu'ils touchent du doigt quelque chose de concret, ils peuvent se mettre dans la peau du personnage principal et s'imaginer à sa place, donc ils rentrent dans son monde. Ça, c'est super important. Et dans le précédent livre que j'avais écrit, Zéro Pollution, je m'étais permis une petite fiction à la fin. Pareil, en 2070. Ça m'avait permis de décrire beaucoup de choses qui sont très compliquées à décrire quand on est dans un essai. Décrire les immeubles, la façon dont on vit, la façon dont on se comporte. Dans une fiction, on peut tout se permettre. Et là, donc, cet essai, une fois encore, j'ai récidivé. Je l'ai ponctué de 2 fictions. Une fiction, Bienvenue en 2050, où une petite fille lit l'histoire de l'humanité entre 2020 et 2050. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement plus facile de raconter ce qui peut se passer entre 2020 et 2050 quand on fait une fiction que de le faire, alors voilà où on en sera, voilà comment on mangera, voilà comment on se déplacera, où ça devient très vite ennuyeux. Ouais, absolument. Et cet univers, je pense que on peut emmener les gens, ils peuvent finir par y croire et se dire, bah ouais, finalement, ça va pas être si terrible que ça en 2050, même si c'est frugal, s'éclairer avec des lampes bricolées, où on peut même imaginer ce qu'avaient fait les Mayas, où ils mettaient des lucioles dans des petites cages en bois pour s'éclairer. C'est magnifique, c'est beau. Ça, c'est du low-tech, c'est de la frugalité. Il n'y a rien de triste dans tout ça. Ouais, absolument. Et donc oui, tu l'as dit, on retrouve 2 temps de fiction dans le livre qui articulent aussi l'évolution de la pensée. Alors, revenons à l'Apocalypsis de 2020.
Donc apocalypsis, tu le rappelles dans le livre, ça veut avant cette idée d'apocalypse de fin du monde, ça veut d'abord dire révélation. Et 2020 nous a révélé quelque chose, sans doute que l'on savait, mais qu'on avait du mal à imaginer possible. C'est que finalement, ce capitalisme, il est très vulnérable. Totalement. L'apocalypse, pour revenir là-dessus, c'est pas la fin du monde. L'apocalypse, c'est la révélation de quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Donc, l'apocalypse en grec, c'est la révélation d'une connaissance que nous n'avons pas encore, nous, êtres humains. Donc, c'est là où j'irai vers la spiritualité après. Vers connaissance, on peut aller. Et ce que nous a révélé ce confinement en 2020, c'est que avant 2020, ce qui est assez extraordinaire, c'est que rien ne pouvait arrêter l'économie mondiale. Sa course au profit, sa course au toujours plus, sa course à l'hyperconsommation. Tous les pays sont en compétition et on ne voyait pas ce qui pouvait arrêter l'économie. Et on a eu la preuve, la démonstration qu'un grain de sable pouvait tout arrêter. Ce qui est quand même dingue, c'est que nous on habite à côté d'un aéroport. En quelques heures, quelques jours, il n'y avait plus un avion qui décollait. Mais ouais. Les magasins étaient fermés, les trains étaient à l'arrêt, tout le monde était confiné. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut se confiner toute l'année et vivre immobile dans sa maison, mais ça veut dire qu'en tout cas, une autre économie est possible parce qu'on peut arrêter cette économie mortifère. On n'est pas obligé de courir de week-end en week-end à prendre des avions, à remplir des paquebots qui font du tourisme de masse, à les consommer comme des fous dans les hypermarchés. On peut vivre autrement. C'était douloureux pour certains, bien sûr. Mais beaucoup de gens ont découvert qu'une vie plus frugale, plus simple était possible. Donc là, on a eu la preuve que l'on peut faire autrement. Et ça, c'est la grande révélation. Maintenant, à nous de faire en sorte que cet autrement surgisse, apparaisse et se matérialise. Là, ça a été le début de quelque chose. Mais on n'est pas encore dans un monde frugal. Mais on a vu que c'était possible de vivre en se déplaçant moins, en consommant moins. Et est-ce qu'on était plus malheureux? Alors, certains ont très mal vécu le confinement, faut le dire, on le sait. D'autres l'ont bien vécu et ont même une révélation par rapport à cette lenteur, ce besoin de slow. Moi, je parle d'un modèle économique qui allait vers la relocalisation. L'eau écrit L-O-W, revenir à la lenteur et au local, à une forme d'autonomie. Et on a commencé à toucher ça du doigt. Ça, c'est une grande révélation. Alors, il y a un commentaire qui dit « Et cette nouvelle économie nous ferait du bien et à la nature aussi ». Et pour faire le lien avec justement l'économique et la nature, tu parles de monoculture économique. Et on sait maintenant tous quels sont les dégâts sur le vivant d'une agriculture monolithique, industrielle, où un champ ne sert qu'à cultiver la même chose année après année. On sait comment ça appauvrit. Et là, c'est un peu la même chose. Un même modèle, finalement, il est très vulnérable et il est mortifère. Alors, on a fait ces premiers constats qui nous ont été aussi apportés un peu sur un plateau par cette année 2020. Et tu dis qu'il faut trouver justement les antidotes, et que les antidotes à cette trajectoire mortifère, c'est notamment la lucidité et l'intention. Alors j'en profite pour lire un commentaire. Non à la monoculture, oui, il y a une culture nourricière en tout. Je parle de la monoculture économique dans le livre en disant que cette monoculture économique de la croissance et de l'hyperconsommation nous emmène droit dans le mur. Donc il faut quitter cette monoculture effectivement. Donc pour dire les intentions et les actions, ça, c'est qu'il y a des choses qui comptent énormément. Il y a le fait d'agir, bien sûr, et agir par toutes les actions que partout dans le monde et partout en France, des gens nourrissent au quotidien, des actions collectives, individuelles, qui nous ouvrent un nouveau chemin, qui expérimente des choses. Et il y a la force de l'intention. Alors, je sais pas si je parle maintenant de cette force de l'intention. Ouais, si, parlons-en maintenant, parce que c'est central, et allons-y. Voilà, c'est le chapitre sur notre capacité à alimenter un autre futur. C'est-à-dire que, en fait, pour faire simple, notre représentation du temps à nous occidentaux n'est pas bonne. Elle est fausse. C'est pas moi qui le dis, c'est les physiciens de renom, Carlo Rovelli qui est prix Nobel, Philippe Guillemant, Nietzsche qui était philosophe, Einstein le disait aussi. On a une fausse représentation du temps. On pense que le temps, c'est le présent qui va déclencher le futur. C'est-à-dire qu'on appelle ça la causalité. Tout ce que je fais aujourd'hui dans le présent va avoir une influence sur un acte qui va devenir le futur. Donc j'avance sur une ligne dont les pointillés se dessinent pas à pas. C'est en marchant qu'on dessine le futur. Ça, c'est la vision que les Occidentaux ont du temps. Et puis en fait, on se rend compte aujourd'hui que cette notion du temps, par les travaux en physique quantique notamment, donc l'infiniment petit, est complètement erronée. Il semblerait, d'après les physiciens, et ça rejoint ce que pensaient des philosophes comme Nietzsche, que présent, futur et passé sont déjà déployés
sont au même niveau hiérarchique, et ça veut dire que le présent influe le futur et le futur influe le présent. Alors, je veux expliquer ça simplement. Ça veut dire qu'à chaque moment où je parle, plusieurs de mes futurs possibles sont déjà quelque part dans une autre dimension, qu'on appelle le multivers en physique. Et de cette dimension, finalement, mes intentions, mes pensées vont faire qu'un de ces futurs va se densifier dans la réalité et qu'il va se concrétiser, va se matérialiser. Donc plus nous avons des pensées positives, plus nous avons des intentions de changer le monde, plus nous avons des intentions de résister à la dystopie ambiante, c'est-à-dire un monde numérisé, déshumanisé, clivant entre les peuples, entre les cultures, plus on alimente l'autre futur, l'autre archétype, on va dire, l'autre représentation philosophique, plus il a des chances de devenir réalité. Et la question qu'on peut se poser, si c'est ce futur qui essaye de revenir dans le match, comme je dis, qui essaye de se réimposer par rapport à la dystopie, par rapport à l'effondrement, peut-être qu'il nous a envoyé quelque part une crise pandémique. Peut-être qu'on a, je te parlais de pandémie il y a 4 ans déjà, j'avais dit à une copine qui travaille sur l'intuition, Victoria, on n'est pas à l'abri d'une bonne pandémie pour nous faire bifurquer. Peut-être que toutes ces pensées, que quelque chose devait nous arrêter, ont fait surgir, peut-être, cet événement qui fait qu'aujourd'hui, le scénario de l'effondrement écologique et climatique n'est plus assuré. Il est bien engagé, mais il n'est pas assuré de remporter la partie. C'est-à-dire qu'un autre futur, une autre évolution de la nature, une autre évolution de l'humanité est encore possible. Donc plus on met des intentions positives dans ce que l'on fait, plus on croit à ce futur positif, plus on renonce à ce qu'on nous vend comme une évidence, plus on a des chances de faire bifurquer l'humanité vers autre chose. Voilà, ça, c'est le pouvoir ce pouvoir des intuitions, pour le ramener à quelque chose qui est peut-être plus palpable, aussi pour moi, parce que tu vois, je suis pas forcément habituée à cette pensée, mais ça me fait penser à Jung quand il travaille, lui, sur l'inconscient collectif. On sait à quel point un inconscient collectif peut transmettre sur des peuples entiers, de génération en génération, des traumas, le poids de ces traumas. Et là, un peu ce que tu proposes en t'appuyant sur la recherche de physiciens, de philosophes, c'est de se dire, on peut nous-mêmes décider de mettre en récit et en intention un inconscient collectif qui n'est pas sur nos épaules derrière nous, mais que l'on projetterait devant nous, en fait. C'est comme ça que j'ai essayé de me réapproprier cette démarche intellectuelle. En fait, cet inconscient collectif, c'est tout ce que l'humanité pense, tout ce que l'humanité découvre, alimente, on peut appeler ça un cloud numérique de nos têtes, mais c'est pas des serveurs derrière, c'est de l'immatériel. On ne sait pas l'expliquer aujourd'hui parce qu'on n'a pas la clé pour l'expliquer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, première chose, tout ce que l'on fait dans notre vie vient alimenter la base de données de l'humanité, voire de l'univers, on va dire. On va aller plus loin, ça alimente l'univers dans son sens. Et moi, être humain, la nuit, peut-être que par mes rêves, j'envoie des informations, j'en reçois d'autres. Et donc, cet inconscient, il a, comme le temps, le futur et le présent sont déployés en même temps, en partie, mais il est malléable, ce futur, il n'est pas figé, il peut évoluer de nos intentions, nos actions. Eh bien, peut-être que une partie de ce futur me vient dans mes rêves, dans mes songes, ou me vient par des signes dans mon quotidien, parce que ce sont des informations, tout est qu'information, ces informations qui ont une autre dimension, et ces informations vont nous faire penser à un événement, vont déclencher un événement, et on appelle ça une heureuse coïncidence. Par exemple, je vous donnais un exemple cet après-midi. Ce midi, je regardais une bouteille de vin du domaine de Costeplane. Et c'est le compagnon de Victoria qui m'appelle à 16h en me disant « Yannick, je viens de lire ton livre. » J'ai beaucoup aimé, parce qu'elle travaille sur les intuitions, bien sûr. J'ai beaucoup aimé. Et je dis « C'est fou, parce que ce midi, je regardais la bouteille de ton conjoint. » Et c'est ce que Jung appelle les synchronicités. Et là aussi, pour le ramener à ce que tous, on peut expérimenter si on n'est pas forcément à l'aise ou qu'on connaît pas forcément bien ces notions. C'est ce que tu dis, c'est finalement à partir du moment où on s'intéresse à un sujet, quel qu'il soit, d'un coup, on voit tous les signaux autour de nous qui nous le montrent en fait. Ce sujet abordé par d'autres, par un paysage, un visuel, quoi que ce soit. Donc cette vigilance en fait aux signaux faibles liés à un point, à un domaine, nous apparaissent, et c'est cette heureuse coïncidence, le fait qu'on déclenche notre propre chance, etc. Alors en fait, il y a l'intention, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai envie qu'un monde soutenable apparaisse, émerge. Donc c'est à dire que dans mon quotidien, je vais chercher tous les signes qui vont, alors c'est un biais cognitif, qui vont dans le sens de oui, ça se passe bien, c'est en train de changer. Par exemple, les entreprises font du gaz de schiste aux États-Unis, beaucoup sont en faillite. En Pologne, le charbon, il y a eu des problèmes ces derniers mois. Il y a moins d'avions dans le ciel, c'est terrible pour les gens qui y travaillent, mais c'est bon pour l'environnement. Il y a moins d'hyperconsommation, des entreprises du textile sont en difficulté. Tout ça, ça va dans le sens d'un monde frugal.
Et puis après, il y a les actions que je vais mener en me disant, il faut continuer, Yannick, il faut continuer. Et ce livre, par exemple, il faut qu'il soit lu, tu l'écris, et pourvu que ça déclenche chez quelqu'un quelque chose. J'ai mis une intention. Et après, il y a l'attention que j'ai prêtée au signe. L'attention, ça peut peut-être être quelqu'un qui va me dire, écoute, j'aimerais te parler, ou qui va me croiser dans la rue, c'est super, j'ai lu votre truc, et j'ai décidé de monter un projet qui va être un projet incroyable. Comme je suis attentif, je vais le rencontrer, je vais accepter de prendre un café avec lui, d'en discuter. Ça va nourrir son action. Voilà. Là, on est dans une forme de synchronicité. J'ai une intention, j'ouvre les yeux, par hasard, je rencontre cette personne, je suis attentif à ce qu'il me dit, ce qu'il m'écoute, je prends le temps de l'écouter, et ensemble, on va nourrir un futur positif que lui va mettre en œuvre par ses actions. C'est-à-dire qu'avoir des intentions, c'est bien, c'est essentiel. Mais après, il faut être attentif aux signes. Et être attentif aux signes, c'est ouvrir les yeux, c'est parfois prendre le temps, donc c'est le retour de la lenteur. C'est parfois prendre le temps d'écouter quelqu'un, de boire un café, de regarder, de ne rien faire. Et là, on écoute son soi. Ce qu'on appelle le soi. Le moi, c'est la conscience, c'est je pense. C'est rationnel. Le soi, c'est ce qu'on ressent quand on est seul, ou quand on est en phase de méditation, quand on est en phase de réflexion, et qu'on sent au fond de son corps en disant non, ça, je n'ai pas envie de le faire. Et plus on s'autorise des moments de tranquillité, de solitude, voire de méditation, plus le corps va nous envoyer des informations. Donc c'est le soi, le soi, c'est comment l'expliquer simplement. C'est le moi idéal, c'est ce qu'on a au fond de nous, c'est l'éveil humain, quoi. C'est l'être éveillé qu'on devrait être, qui nous dit non, ne prends pas ce travail, c'est pas pour toi. Va plutôt dans cette voie-là, c'est ça que tu as envie de faire. Ou cette personne-là, tu la sens bien, tu te propose quelque chose, vas-y, tu la sens bien, comment. C'est ton intuition. C'est une information qui nous viendrait d'un futur idéal où nous serions éveillés. Ce futur est déjà déployé en partie. Et si on écoute ces signes, qu'on appelle une synchronicité, ces messages, on va vers un chemin de vie qui est facile, puisqu'on va vers l'alignement entre le moi, la conscience, et le soi, ce que je suis profondément. C'est ce que lui explique. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est ça, c'est que beaucoup de gens sur cette planète aillent vers leur soi, s'éveillent, et une fois qu'on aura atteint le seuil des 10% de gens éveillés, ça nourrira le cloud, l'inconscient collectif, et l'humanité ira vers un autre monde, inconsciemment ou consciemment. Il y aura une répercussion, parce qu'on sait que les minorités actives changent le monde. Donc ça peut être par des actions, ça peut être par des révolutions, ça peut être par des boycotts, ça peut être par des actions concrètes. Et en même temps, inconsciemment, il se passe quelque chose parce que cette minorité, elle envoie des informations à l'ensemble de l'humanité qui, inconsciemment, reçoit ces informations et change de comportement. C'est déjà ce qu'on peut faire un peu. Je sais pas si c'est assez clair. Ouais, si, c'est vraiment clair et j'entends bien que c'est important aussi de rappeler, parce que tu as évoqué ce chiffre de 10%, alors je sais pas si c'est 9, 12, 15, mais en tout cas, c'est cette idée que ces points de bascule, on n'a pas besoin d'imaginer le monde comme une grande démocratie avec une urne et un bulletin de vote et qui dit que s'il n'y a pas la majorité, les choses ne changent pas. On a justement cette force des minorités. D'ailleurs, dans ton livre, tu rappelles des moments de l'histoire où justement ce sont la force de ces minorités, de leur engagement qui font basculer les choses. Néanmoins, je voudrais quand même qu'on dise deux mots de cette décennie qui vient, là, de 2020-2030, pour jusqu'à ce prochain cap de 2050. Tu le dis dans ton livre, il y a des intentions qui sont en train de se révéler, de converger, et à la fois tu dis la fragilité du monde économique, ça fragilise les élites politiques, économiques. Tu dis que les États ont plus recours à la violence, je pense aux violences policières, et qu'on sait que dans ces cas-là, lorsqu'il y a des crises économiques, les plus vulnérables, c'est-à-dire les minorités ou les personnes minorisées, les personnes racisées, les femmes, se prennent tous les backlash. Tu disais, on avance, on recule un peu, et tous ces phénomènes-là, ils frappent aux mêmes portes. Donc, pour toutes ces personnes-là, c'est aussi ce que je me suis dit en lisant le livre. 2020, 2030, qu'est-ce qui se passe pour eux, quoi? Alors, il y a deux choses. Première chose, qu'est-ce qui se passe? C'est une décennie clair-obscur. Je fais beaucoup référence à l'histoire dans le livre, et depuis toujours, je m'intéresse à l'histoire. La Renaissance, qui est la fin du monde médiéval, l'émergence du monde moderne, qui sont deux mondes qui n'ont strictement rien à voir, c'est clair-obscur, c'est violent et enthousiasmant. Pourquoi c'est violent, la Renaissance? C'est l'esclavage industriel, donc des millions d'Africains déportés. C'est l'extermination des Amérindiens, 26 millions d'Amérindiens massacrés par les conquistadors. Et c'est des guerres de religion entre protestants et catholiques sur le sol européen. Donc la Renaissance, c'est vraiment sanglant. Et en même temps, c'est Léonard de Vinci, c'est Botticelli, c'est les contes flamands, c'est de la créativité artistique. Ce qu'on va vivre et ce que l'on vit déjà, c'est ça. C'est-à-dire que dans une période
de grandes transformations clair-obscur. Comme le disait Gramsci, le vieux monde tarde à mourir, l'ancien monde tarde à apparaître aussi, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. On va vivre des monstruosités, et ça a déjà commencé. Il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe, on est dans des monstruosités. Mais pour bien traverser cette période-là, il faut s'armer. C'est là où il faut avoir cette conviction que autre chose est possible et qu'une lumière va finir par jaillir. C'est-à-dire qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Et là, on est rentré dans cette obscurité. C'est pour ça que je parle de lucidité. Il faut être lucide sur la situation. C'est mal parti écologiquement, c'est mal parti socialement. On est dans le clivage, on est dans la stigmatisation, on est dans la haine raciale, etc. La haine religieuse, c'est pas bon du tout. C'est là où il faut allumer sa bougie. Cette lampe torche, pour fendre l'obscurité, il faut être lucide. Il faut de la lumière. Lucidus, c'est la lumière. Et une fois qu'on a allumé cette bougie, qu'on est prêt à traverser cette période bien ancrée, parce qu'on sait où on va. On sait qu'on va aller vers cette petite lucarne qui est au fond du tunnel, qu'on voit à peine pour l'instant, mais plus on s'approche, plus elle devient importante, et plus il y a des chances qu'on y arrive, et derrière cette lucarne, c'est un nouveau cône, c'est un nouvel angle, c'est-à-dire que on s'ouvre un champ des possibles incroyable. Et la roue va tourner, comme on dit dans le langage populaire. 2020-2030, pour moi, c'est la décennie de tous les dangers, de tous les espoirs. Elle va être clair-obscure, ça va pas être facile tous les jours, mais il faut être dans une forme d'acceptation et de détermination à pas accepter non plus. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'on accepte le fait qu'on ne peut pas tout changer personnellement. Moi, j'ai pas de prise sur la haine des autres. Par contre, ce que je peux changer, c'est moi, mon attitude, mon entourage, ma façon de me comporter, ma façon de m'exprimer, ma façon d'agir. Et ça peut avoir une influence. Et tout en agissant, c'est ce que j'appelle la phase 4 dans l'évolution du cheminement personnel, tout en étant conscient et lucide qu'il y a de la haine, qu'il y a de la violence, que c'est nauséabond, je suis quand même serein. Parce que je sais sur quel chemin je marche et je sais où je veux emmener les gens. Et je sais que je ne peux pas emmener tout le monde et qu'on n'emmènera pas tout le monde. Et mon souhait, c'est qu'à la fin de cette décennie, les dinosaures soient tombés, comme on dit, qu'ils aient disparu, que la haine ait reculé fortement et qu'on aille vers un début de lumière. Pour aller vers un monde lumineux en 2040-2050, parce qu'il faut une génération à peu près pour changer le monde. Il y a pour moi aussi un enjeu, c'est que chacune de ces personnes avec sa petite bougie ou sa lampe torche, on regarde devant et il faut aussi qu'on arrive à regarder sur les côtés pour voir d'autres qui sont à d'autres endroits et qui ont cette même dynamique, et que le fait de ne pas les voir, ça peut être même excluant, ou ne pas reconnaître la lutte ou le chemin, la trajectoire portée par d'autres. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi s'ouvrir sur les côtés, quoi, pour réussir à voir ce bout. Il faut se connecter aux autres, se compter, se rendre compte qu'on est assez nombreux. Alors il y avait une question qui circulait, pourquoi 10% tout à l'heure? Parce que 10%, c'est le chiffre qui ressort des études sociologiques quand on regarde les mammifères se déplacer, le chef bouge, les sous-chefs bougent dans le troupeau, et à 10% du troupeau, le troupeau suit. Et ça, c'est pour tous les mammifères. Donc, on pense que l'être humain est à peu près pareil. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est à 10%? Non, on n'est pas encore à 10%, parce que le jour où on atteindra les 10%, c'est qu'autour de nous, des élites ont basculé vers un monde plus frugal, plus écologique. On n'y est pas encore aux élites. Quelque part, on est au début de la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire que le christianisme apparaît à Rome, déstabilise l'Empire romain qui était polythéiste, et il y a une conquête idéologique qui se fait auprès du peuple romain, qui deviennent de plus en plus chrétiens, jusqu'à ce qu'une partie de l'élite romaine devienne monothéiste elle aussi. Et là, c'est les guerres intestines entre sénateurs, etc. Et l'Empire romain finit par se désagréger pour plein d'autres raisons qui se sont incrémentées autour, sont catalysées autour de ça. C'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de faisceaux qui affaiblissent le modèle. Crise financière probable, crise économique certaine, crise sociale assurée, crise politique à venir. Et puis, il y a ces gens qui aspirent à un autre monde. C'est-à-dire nous, ce soir, ces gens qui aspirent à un monde où la nature a repris sa place et où l'être humain est plus dans la destruction et dans la réparation. Combien on est? Aujourd'hui, on fait partie du peuple, au sens étymologique. Nos élites ne sont pas encore très convaincues, quelques-unes, à droite à gauche, mais c'est loin d'être suffisant pour faire basculer cet empire. Mais dans les prochaines années, et par effet de rajeunissement, c'est-à-dire que la pyramide des âges fait que les plus vieux vont s'en aller et les jeunes politiciens et politiciennes vont arriver, et bien sur 15-20 ans, peut-être, ça va bousculer. Inévitablement, les élites vont se convertir à cette urgence écologique naturelle par le rajeunissement et par les faits qui vont nous rattraper. C'est-à-dire que plus on est passif, plus on va vivre des ouragans, des inondations, des famines, des migrations, des déstabilisations politiques, des déstabilisations sociales, parce que les gens vont avoir faim, vont s'appauvrir. Donc plus on va être obligé d'agir. Donc c'est là où je suis convaincu qu'il y aura changement, transformation, parce que l'inaction n'est plus possible. Et tout ce qui est en train d'arriver, que ce soit les incendies australiens, ce qui se passe en Amazonie,
crée une sorte d'indignation, suscite des réactions où les gens commencent à comprendre qu'effectivement, il y a urgence à agir. La grosse difficulté aujourd'hui dans le modèle, c'est que nos élites, pour beaucoup, ne voient pas le lien entre l'écologie, le bien-être social, la capacité à créer une économie créatrice de richesse et mieux distribuée. Alors justement, tu as commencé à aborder une question que je me suis posée en lisant le livre à un moment. Alors vu que je l'ai lu en version sur liseuse, j'ai pas mes repères de pages cornées, etc. Donc ça me change un peu ma... En tout cas, tu fais des propositions qui sont politiques, qui sont très concrètes. Un moratoire sur la nature, une banque centrale de la nature, un revenu universel carbone. Donc ça, ce sont des propositions qui sont politiques, qui sont d'envergure. Et justement, dans ce cheminement entre aujourd'hui et 2050, disons, à quel moment tu les penses possibles, en fait, ces prises de décision? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elles sont pas possibles dans les, je sais pas, je vois pas de telles décisions arriver dans les 3, 4, 5 ans. Donc toi, comment tu les as mis en agenda? En fait, il y a plusieurs étapes. Je pense que pour arriver à par exemple, l'instauration d'un revenu universel dont l'unité serait le carbone. Ça, pour moi, c'est une idée forte que je porte beaucoup en ce moment. C'est de dire, comme on est incapable de se raisonner sur nos émissions de carbone au niveau mondial, ben, il suffit de déterminer l'enveloppe globale pour aller jusqu'à la neutralité en 2050. Et si c'est 25 milliards de tonnes en 2021, on divise ça par le nombre d'habitants et chacun a son quota de carbone. Comme on donne une valeur après cette tonne de carbone qui est une valeur mondiale non spéculative, celui qui n'en a pas besoin les revend, il a un revenu universel. Et comme ça, on n'est pas jamais... Ouais. Mais par contre, le marché carbone pour les entreprises, jusqu'à présent, il n'a pas prouvé son efficacité. Ça a été un échec parce que ça a été géré par des marchés, par des financiers, par des gens qui ont vu l'opportunité. Il faut vraiment que ce soit les citoyens qui s'emparent. Alors, c'est-à-dire qu'il faut créer une coopérative mondiale qui va gérer ça. Alors, ça paraît très utopique aujourd'hui, une coopérative mondiale. Mais on a l'outil pour le faire, c'est les réseaux sociaux. Comment ce genre de mesure peut s'instaurer dans le concret? Au lendemain d'un événement dramatique. Si on a créé la sécurité sociale en France, s'il y a eu les jours heureux, la résistance, etc., c'est parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et en 44, 45, les gens se sont mis autour de la table. Ils ont commencé à prendre des décisions inédites, impensables, totalement utopiques, parce qu'il fallait reconstruire. Et donc, plus on attend, plus on est dans l'inaction, dans l'immobilité, plus il va se passer des choses improbables, incroyables. Et le truc incroyable, inattendu qui peut arriver dans les 5 prochaines années, c'est là où je suis plus optimiste, financier, par exemple. L'effondrement financier. Quand je dis effondrement financier, c'est pas la crise de 2008. C'est l'effondrement. Les banques au tapis, l'argent fait pchit, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus d'argent, on abandonne l'euro, on abandonne le dollar, ça vaut plus rien. On a une guerre monétaire incroyable, on finit par lâcher les monnaies et créer d'autres monnaies. Ce jour-là, on repart de zéro. On recrée des monnaies. On recrée une société. Parce qu'il y aurait tellement de dégâts sociaux et politiques, alors c'est-à-dire que la période ne sera pas facile. Mais on sera contraint de repartir. En fait, c'est un confinement puissance 10, grosso modo. On repart de zéro. Il faut tout réinventer. Ce jour-là, on prendra des mesures concrètes, fortes. Donc ça peut arriver très vite. Ça peut arriver demain matin, comme ça peut arriver dans 10 ans. Mais quoi qu'il se passe, une banque centrale de la nature, par exemple, on peut se dire qu'à un horizon 2030, c'est jouable. Jour, on va avoir la volonté politique au niveau international de mobiliser des fonds pour la réparation du vivant. On va se rendre compte que les banques centrales européennes portent la dette des États, Fed, BCE aux États-Unis, et qu'il faut créer une nouvelle banque dotée de nouveaux moyens financiers pour pouvoir investir massivement dans la transformation du monde, la dépollution, la réparation, etc. Et là, pourquoi ne pas créer une banque centrale de la nature où des particuliers, des États pourraient souscrire un grand emprunt international et puis des moyens d'endettement importants comme c'est le cas aujourd'hui par la Banque centrale européenne, et puis on aurait des milliards de dollars à injecter dans la réparation du vivant. Et ça peut être décidé, mais très rapidement. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'entre 2008 et 2021, 2008 crise financière, on parle pas d'écologie en sortie de crise. Il fallait arrêter, tout ça c'était des bêtises, surtout pas d'environnement, ça suffit comme on disait en France. Ça. 2020, on a le Covid, l'écologie s'est invitée dans le plan de relance. Alors, on n'en fait pas assez, c'est sûr, on est loin du compte, mais ça s'est invité. Des élections ont été gagnées dans des villes par des maires écologistes, ça en dit long sur ce qui est en train de se passer. Donc on peut se projeter sur 5 ans ou 10 ans, je pense qu'on aura fait pas mal de chemin sur cette question-là. Alors, il nous reste moins de 10 minutes. Je voudrais qu'on aborde rapidement 2 ou 3 trucs. Dans quel ordre? Tout à l'heure, en parlant du revenu universel carbone, tu as parlé d'une coopérative mondiale. Donc, j'ai envie qu'on dise quelques mots des enjeux de gouvernance, parce que tu dis aussi dans le livre, les systèmes de pouvoir centralisés n'existeront plus demain. Quel type de système politique tu vois pour plus tard, un système de coopérative, mais très vite on va
taxer ce type de regard de communisme? Est-ce que c'est l'anarchie, mais au sens noble et politique du terme? Alors, moi je pense qu'entre le communisme et le kolkhoz et le capitalisme où l'individu a tous les droits, il y a une voie médiane qu'on appelle la voie du discernement, et c'est un modèle politique à créer. À créer, pourquoi? Parce qu'en fait, le meilleur, aujourd'hui on a l'outil numérique. Internet, c'est un peu ce réseau neuronal d'un méta-organisme, comme le dit Joël de René. Ce réseau neuronal, il connecte l'humanité. Et on pourrait très bien imaginer ce que j'appelle une gouvernance réticulaire, polycellulaire. C'est pas très joli, mais la vie, c'est quoi? La vie, c'est des cellules qui seules meurent, ne peuvent pas vivre. Elles sont obligées de s'associer à un ensemble de cellules pour créer un organe. Cet organe s'associe à d'autres organes pour créer un corps. Ce corps s'associe à d'autres corps, on appelle ça une communauté. Cette communauté s'associe à d'autres communautés pour créer un pays ou un continent, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Que si, à l'échelle, j'habite Nantes par exemple, à l'échelle du territoire nantais, on a politiquement la main pour investir sur tous les sujets, éducation, hôpital, agriculture, on est libre. Il n'y a plus de politique agricole commune. C'est les Nantais qui décident de leur politique agricole, leur politique énergétique. Et puis, à côté, il y a la ville de Rennes, admettons, qui elle aussi a cette forme d'autonomie. On est interconnectés. Entre les deux métropoles, on travaille, on échange des flux, on échange des idées, on est solidaire en cas de difficultés alimentaires ou énergétiques. Et puis, il y a un troisième cercle qui est le cercle de la région Bretagne, on va dire, s'il y a une culture locale, des coutumes. Et puis, il y a une culture, on va dire, française à redéfinir, mais tous ceux qui sont nés sur ce territoire partagent cette culture. Et puis, il y a la culture européenne qui est une cercle supplémentaire, puis il y a la culture mondiale, et puis il y a la Terre. Et donc, il y aurait des organes de décision locaux, mais connectés au monde entier en permanence, parce que, avec les réseaux numériques, on est capable de prendre des décisions locales et de connaître des implications mondiales. Et c'est là où le numérique peut nous aider, l'algorithme peut nous calculer en permanence les conséquences mondiales d'une décision locale. Ouais. Et d'ailleurs, ça, on le voit, je crois, dans le deuxième temps de fiction que tu proposes dans le livre. Alors, il y a un commentaire qui nous dit, il y a des exemples concrets déjà. La Rochelle crée en ce moment une coopérative carbone avec une vraie volonté politique. Donc voilà, il y a aussi des choses dans le présent qui vont dans ce sens-là. La gouvernance, on l'a évoqué. Je voudrais qu'on parle de Sitting Bull. Tu reproduis en annexe de ton livre son discours qui date de 1896, quelque chose comme ça. 86. Et parce que dans tout ton livre, tu parles justement de ce rapport à la terre et tu fais référence aux peuples qu'on appelle premiers ou des peuples en tout cas qui n'ont pas été cassés, dont la culture n'a pas été cassée par le capitalisme, qui sont restés connectés au vivant, et tu parles d'un animisme moderne. Là aussi, j'ai beaucoup aimé cette dimension-là qui reconnecte aussi tous les humains et qui ne s'attache pas qui ne propose pas que des solutions pour les occidentaux, en gros. Voilà. En fait, Sitting Bull donc envoie une lettre pour la reddition des Sioux au gouvernement américain. Ils ont perdu la guerre et ils vendent leurs terres. Ils acceptent de vendre leurs terres. Bon, on connaît la suite, on se fait voler leurs terres aux années en derrière. Et dans sa lettre, il explique aux Européens, à l'homme blanc, comme il dit, parce que lui il se considère comme l'homme rouge, le peau rouge, il dit voilà, l'homme blanc ne comprend rien à la nature. L'homme blanc tue les cerfs alors que le cerf est son frère. Il souille l'eau alors que l'eau est sa mère. Les fleurs sont nos sœurs. La nature est en nous. Nous ne sommes qu'un fil de la vie. Et ce nous sommes nous que c'est à l'origine de la vie. Donc vision très cartésienne, très monothéiste, face à une vision animiste, où l'animisme en fait c'est c'est une philosophie de vie. Anima en latin, c'est le souffle qu'on a traduit par l'âme après, le souffle commun. Et les animistes pensent qu'il y a un esprit de partout. Il y a un esprit de la forêt, il y a un esprit de la montagne, il y a un esprit de la rivière, il y a un esprit de la terre. Et nous, occidentaux, quand on a vu ça, quand on a débarqué avec les conquistadors au XVIe siècle, on a dit mais qu'est-ce que c'est taré? C'est complètement idiot, il n'y a qu'un Dieu. Voilà, le monothéisme. Et donc on a massacré ces peuples, on les a réduits en esclavage généralement pour exploiter leurs terres, et on les a tués. Aujourd'hui, on se rend compte que ces animistes, en fait, ils nous font part d'une philosophie de vie, d'un regard sur le monde qui a plusieurs milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. C'est la tradition ancestrale, païenne, vocale, que ce soit les Indiens Kogis dont je parle, qui ont 5 000 ans d'existence, ou les peuples Jivaro-Achuar aujourd'hui. L'animisme a beaucoup à nous enseigner. Et je suis convaincu, et ça fait longtemps que je parle du retour à l'amour de la terre et de l'être humain qui se reconnecte à son enveloppe, dans tous mes livres depuis 10 ans, je suis convaincu qu'on va vers un animisme moderne. La Renaissance, on abandonne le Moyen-Âge, l'être humain n'a aucune valeur, on arrive à l'humanisme.
L'homme est un être exceptionnel en capacité de s'améliorer. L'humanisme, les Lumières, et ça devient la règle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut qu'on abandonne l'humanisme anthropocentré, où l'homme est au centre de l'univers. Il faut qu'on se décentre, qu'on reprenne notre place dans notre chaîne de vie. Et donc, ça passe par quoi? Par l'humilité. C'est le sol. Tu le rappelles dans le livre, c'est important, c'est bien que tu le dises. Homo humilis. Revenir à la terre, donc il faut qu'on devienne des homo humilis. Et pour devenir des hommes humbles, il faut qu'on s'émerveille de la nature. Donc il faut qu'on la respecte. Donc il faut une forme de sacralisation. Et c'est là où l'animisme prend toute sa dimension. Et il faut qu'on réutilise aussi tous nos sens. J'ai ce sentiment-là pour nous aider à nous reconnecter, sentir, toucher. J'appelle ça retrouver notre animalité. C'est-à-dire que l'être humain est un animal comme les autres, à la seule différence qu'il est conscient de ses actes. Il a plus de responsabilités aujourd'hui que les autres parce qu'il est capable de tout détruire. Et depuis la révolution agricole il y a 12 000 ans, on a perdu cette vibration intime qu'on avait avec la nature, qui était la capacité à sentir un ours qui arrivait dans notre dos, à sentir un danger, un orage, une inondation, tout ça, on vibrait comme tous les animaux. Et je prends l'exemple des tsunamis sur une plage d'Asie qu'on a connue. Tous les animaux s'en vont une demi-heure avant la vague. Il y a une espèce qui reste en short à filmer l'horizon. On ne sent pas dans nos tripes le danger qui arrive. Et donc aujourd'hui, si on veut devenir des très humains, des hyper-humains, des vrais humains, des vrais sapiens, parce qu'on n'est pas sapiens, il faut qu'on grandisse en humanité, qu'on s'éveille en retrouvant, en recréant ce cordon ombilical avec la terre-mère. Parce que sans elle, et comment on va retrouver ce cordon ombilical? Ça retrouve notre animalité, retrouver cette vibration qu'on avait au départ, qu'on a perdue. Et ça passe par une vibration, par du travail spirituel. Puis après, ça passe aussi peut-être par une forme de contrainte pour ceux qui n'y arrivent pas. Donc c'est là où je parle d'une déclaration universelle des devoirs de l'homme envers la nature. Parce qu'il faut mettre des limites à nos droits. Aujourd'hui, des gens me disent, j'ai bien le droit de me faire plaisir avec une grosse voiture polluante. As-tu vraiment le droit? Quels sont tes devoirs? Voilà. Mais je crois beaucoup à cette vibration animale qui est pas sale. Il faut arrêter des animaux comme des sous-êtres. Il n'y a pas d'hierarchie dans cette vie sur Terre, tout est indispensable. Et donc, recréer cette animalité, c'est se reconnecter au vivant. Recréer ce lien qui sera le lien de la survie, parce que en étant hors sol, en étant dans un déni de nature, l'être humain est en train de se condamner. Et la voie mortifère sur laquelle on est, c'est la voie où l'homme se croit supérieur au règne animal, au règne végétal. Le résultat, on le connaît, c'est l'effondrement écologique, l'effondrement climatique qui se met en place. C'est d'abolir cette hiérarchie. Ça va être les derniers instants de cette conversation. Donc, nous reconnecter, réussir à la fois retisser avec notre environnement, avec les gens autour de nous, densifier le futur grâce à nos intentions. J'ai beaucoup aimé cette expression, densifier le futur. J'ai même réutilisé. Ce futur idéal qui essaie de se réimposer, il est comme une gelée informe dans le multivers. Il nous attend quelque part dans une dimension au moment où on parle. Il demande qu'une chose, c'est qu'on l'aide à se densifier quelque part. Donc, plus on y met de l'intention, plus on agit, plus il va se matérialiser dans la réalité. Et c'est là où la frontière entre la conscience et la matière est très fine. C'est un sujet de physique, de recherche aujourd'hui. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la matière? Et si la matière et la conscience c'était la même chose, comme nous disait Janik ou d'autres bien avant. Donc, c'est passionnant et ça ouvre des perspectives.